Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais parler avec la réalité augmentée et comment interagir avec l'informatique et le monde réel. Alors, si on regarde l'interaction humain-machine comme un sujet, la question c'est comment on peut déplacer les limites de l'interface WIMP. Alors, WIMP, c'est les windows, les fenêtres, les icônes, les menus et les pointeurs, qu'on a parlé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, on a dépassé les limites par l'interaction multimodale, ça veut dire comment interagir avec tout le corps. Aujourd'hui, on va parler de problèmes d'intégration de l'informatique avec le monde réel, avec les objets tangibles. La semaine prochaine, on va parler avec la communication, qu'est-ce qu'on fait avec plusieurs personnes qui parlent ensemble dans les systèmes collaboratifs. Et après, je vais parler du problème de l'intégration de l'intelligence artificielle, je vais réussir, l'intelligence artificielle et faire des partenariats avec les êtres humains et la machine. Alors, ça c'est WIMP. Alors, c'est en fait les fenêtres, les icônes, les menus et les pointeurs qui mangent. Et la question, c'est très utile parce que c'est universel. On peut faire plein de choses avec ce système. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas bien parce qu'il ne prend pas en compte le corps et comment on peut interagir avec les objets physiques. Alors, si on regarde maintenant, aujourd'hui, l'ordinateur peut être n'importe où. Ça peut être quelque chose qu'on peut porter, les interfaces vestimentaires. Ça peut être un objet avec les intelligences ou les systèmes informatiques dedans. Ça, c'est l'Internet des objets, Internet of Things, ou les interfaces tangibles. Il y a aussi la partie autour de nous. On peut augmenter l'environnement, et ça, c'est la partie réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Alors, qu'est-ce que c'est la réalité virtuelle? Le but de la réalité virtuelle, c'est l'immersion. Ça veut dire l'être humain est immergé dans un environnement qui est complètement artificiel, fait par l'ordinateur. Et si on regarde cette image-là, on voit qu'il y a des vraies mains qui manipulent des objets informatiques, mais c'est comme les bandes dessinées, c'est les avatars de mains. Et quand on parle avec M. Bob, il peut être vu comme un grenouille, comme n'importe quel avatar ou personnage qu'il veut faire. Alors ça, c'est complètement créé par l'ordinateur et l'utilisateur est immergé dedans. La réalité augmentée, c'est un peu différent. L'idée, c'est maintenant, on peut utiliser le monde réel, les objets physiques qui existent dans le monde réel, et on a une lunette ou un moyen de regarder l'informatique projetée sur le monde réel. Et ça, c'est un mélange d'informations physiques, ça c'est la vraie main de l'utilisateur qui fait des annotations sur un vrai objet. Les objets en bleu sont physiquement réels et les objets en vert sont créés par l'ordinateur. Et on peut pas, c'est pas le but de bloquer le monde réel, mais d'intégrer les deux ensemble. Et il y a un troisième aspect, c'est la réalité mixte ou les interfaces tangibles. Et maintenant, là, il y a les deux aspects qui sont un peu mélangés dans le vocabulaire, mais l'idée, c'est d'utiliser les objets physiques, comme d'habitude, mais les augmenter avec les capacités de l'ordinateur. Et on peut simuler des choses et on peut, et encore une fois, ça c'est un vrai livre, mais il joue la musique. C'est quelque chose où on peut faire les deux ensemble, augmenter les objets physiques. Alors, je vais raconter l'histoire du début de cette aventure de créer, de mélanger le monde physique et le monde informatique. Et on commence juste avant, c'était avec Mark Weiser et son équipe à Xerox PARC, et il a créé les badges actives, les tablettes portables, on peut voir,
et le liveboard. Ça, c'est un smartboard qu'on va voir. C'est de tailles différentes de grandes. Et maintenant, on a des produits qui peuvent faire tout ça. Ça, c'est un smartphone peut faire ça, un iPad ou une autre tablette peut faire ça, et les liveboards sont dans les écoles et un peu partout. Alors, le problème, c'est à l'époque, c'est 1990, c'était très très cher. Alors Xerox, si vous vous souvenez des autres leçons, c'était l'inventeur de l'interface graphique, les interfaces WIMP dont on a parlé. Et ça, c'est une équipe de recherche qui a créé cette idée de l'informatique ubiquitaire ou ubiquitous computing, UbiComp. Alors, la raison que je commence là, c'est pas parce que ubiquitous computing, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les racines sont là. Parce que ça, c'est notre labo de Xerox PARC en Californie. Et moi, à l'époque, j'ai travaillé à Xerox PARC, mais à Cambridge, en Angleterre. Et ce truc-là, c'était fait à la main. Ça a coûté $50 000. C'était très cher. Et c'était envoyé en Angleterre à notre équipe, mon équipe là. Et en fait, c'était cassé. Et c'était vraiment grave parce que, qu'est-ce qu'on va faire? Et le chef de Europarc était Tom Moran, à l'époque, Tom Moran. Et il a demandé à Pierre Wellner, qui était un étudiant à Cambridge, mais dans mon équipe, et il a dit à Pierre, faire quelque chose avec. Il faut créer, il faut qu'on fasse quelque chose. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a déconstruit le système. Et en fait, il a créé un système où il y a le projecteur qui est une projection courte. On peut faire une projection de haute résolution, mais pas loin. Alors, pas loin d'un bureau, quoi. Et avec une caméra. Et il a créé l'idée de projeter les images sur le papier posé sur un bureau, juste comme ça. Et là devient le Digital Desk. Et ça a changé plein de choses. C'était un moyen de vraiment imaginer, pas comment simuler le monde réel, mais intégrer l'informatique avec le monde physique. Alors ça, c'est un système assez simple et c'était vraiment basique à l'époque. On a utilisé la reconnaissance optique des caractères, saisi des chiffres sur le papier et on ajoute des choses comme une calculatrice. Et je montre la vidéo ici. Alors, il est là et ça c'est... numbers printed on a piece of paper like this priceless. Ça c'est un vrai feuille de papier. Into this window. And instead of typing in the number, I can simply point at it, 390, and it appears in the window of the calculator as though I had typed it. And I can perform an operation on it, multiply it by 2, sur le papier et mettre 780. Sur le système projeté. The camera sees where I point and OCRs the number and puts it into the calculator. OCR, ça veut dire il capture et reconnaître les choses. Et il a joué avec plusieurs choses. Ça, c'est sa femme Linda. Et elle a fait un dessin. Elle a montré qu'on peut mélanger les dessins. Il y a des choses qu'on peut faire facilement avec le papier, qui est bien. C'est un support très souple et bien. Mais c'est difficile d'effacer des choses et difficile de faire des copies. Alors, elle fait la copie en informatique, virtuelle, et après, elle peut profiter des aspects virtuels pour créer les arbres de tailles différentes et continuer pour faire la perspective dans cette image. Alors, le résultat, c'est une image qui est un mélange de physique et virtuel. Alors, à l'époque, j'ai parlé avec Pierre et on a dit qu'il y a plein de choses à ce moment-là, dans le timing, où il y a des gens qui jouent avec l'idée de jouer avec le monde physique. La plupart des gens étaient en train de réfléchir sur la réalité
virtuel, comment immerger des gens dans le système. Et nous, on a dit non, c'est très intéressant de faire un vrai souris avec un souris informatique. Alors, nous avons créé avec Rich Gold, qui est aussi un chercheur à Xerox PARC en Californie, c'est lui qui a aidé Pierre à réparer le liveboard. Et on a créé ce numéro spécial de Communications of the ACM, qui est la société savante pour l'informatique. Et en fait, c'était le meilleur numéro spécial de toutes les sciences pour les American Association of Publishers pour cette année. Et c'est la seule fois dans l'histoire de l'ACM qu'ils ont reçu un truc comme ça. Et la raison, c'est parce que ça a assemblé toute une série d'articles qui parlaient des avances sur cette notion de mélanger le monde physique et le monde informatique. Il y avait Ron Azuma qui a travaillé sur la réalité virtuelle, bien sûr. J'ai déjà parlé de Thomas Baudel et Michel Baudouin-Lafont et leur utilisation d'un gant interactif pour contrôler des choses. Steve Feiner, j'imagine que Chris va parler de lui, mais la réalité augmentée qu'il a fait. George Fitzmaurice qui a créé un système pour interagir, un objet qui interagit avec des systèmes qui est sensible au contexte. Mitch Resnick, qui était un thésard avec moi quand on était à MIT, on a fait nos thèses en même époque, avec la programmation tangible, avec Lego Logo. Bien sûr, Pierre et moi et les autres dans mon équipe qui a travaillé avec le Digital Desk, et bien sûr Mark Weiser, qui a été le pionnier de l'informatique ubiquitaire. Alors, l'année après, il y avait un article par Milgram et Kishino. Il a parlé de ce continuum entre la virtualité et la réalité. Et il a parlé de réalité mixte pour dire qu'il y a un continuum entre les deux. Et il y a un aspect, c'est entre le monde réel jusqu'au monde virtuel. Il y a plein d'espace entre les deux, comme on a montré dans ce numéro spécial. Et on peut, à l'époque, c'était vraiment avec la partie visuelle, c'était un peu trop tôt pour la partie haptique, mais c'est un niveau de modélisation du monde réel, c'est l'un des aspects. Le niveau d'immersion, réalité virtuelle, c'est immersion complète, augmentée, on peut voir les deux, et aussi la correspondance entre le comportement réel et virtuel. Alors, je vais parler rapidement, mais pas beaucoup, sur la réalité virtuelle. Et comme j'ai dit, ça, c'est l'immersion de l'utilisateur dans l'interface. Ça a des racines très longues. Alors, il y a Charles Whetstone, il y a 130 ans, avant le premier casque réalité virtuelle, qui a créé un système pour stéréoscopique. Il y a deux images et deux miroirs et on peut être dedans. En même époque, il y avait David Brewster, ce que j'aime beaucoup parce que j'aime les kaléidoscopes et c'est lui qui a travaillé avec plein de choses à la même époque. Alors, il y a toute une série d'inventions pendant le siècle avant la réalité virtuelle. Mais le premier système, vraiment réalité virtuelle, qui a marché, c'était notre ami Ivan Sutherland, qui revient et revient, parce que c'était vraiment lui qui est le père de l'interaction humaine-machine. Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire, il était inspiré par les ingénieurs de Bell Labs. Ça, c'est les laboratoires ils ont inventé les transistors et plein de choses dans l'histoire de l'informatique. Mais eux, ils ont travaillé avec les pilotes d'hélicoptères et ils ont installé les caméras infrarouges sous l'hélicoptère et ils transmettent l'image au casque du pilote. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est très difficile dans la nuit d'arriver dans un espace tout petit. Alors, ils ont essayé d'aider les pilotes à faire ça. Et c'était si le pilote tourne sa tête, la caméra sous l'hélicoptère tourne aussi en synchronie. Alors,
l'idée de Ivan Sutherland, c'est de remplacer la caméra par un ordinateur. Ça veut dire pas le monde réel. Ça, c'est un système, en fait, réalité augmentée. Mais là, c'était le système où tout est fait par l'ordinateur. On peut simuler. Et les flight simulators, les simulateurs de vol, sont faits dans ce principe-là. Alors après, je pense presque 15 ans après, il y avait Jean Lanier et il a créé VPL, qui était la première entreprise où on a vraiment l'idée de créer cette notion d'immersion. Regarde la tête, on ne peut pas voir le monde réel, on est vraiment dans l'immersion, mais il y a aussi un tenue et des détecteurs et des capteurs partout dans le truc. Il y a les gants de données, toutes les choses pour aider à cette immersion et pour capturer tous les mouvements de l'utilisateur. Après, il y a les CAV. CAV, ça veut dire Computer Augmented Virtual Environment. Et ça, c'est un environnement virtuel qui était augmenté par l'ordinateur. Et on peut avoir 2 murs, 3 murs, 4 murs autour, le plancher et même le plafond. Et c'est une image stéréoscopique qui est projetée autour de la personne, qui peut voir les images avec les lunettes en stéréoscopie. Et une chose à savoir, c'est que l'image en 3D est correcte, mais seulement pour une personne à la fois. Et il y a des problèmes parce que pour l'utilisateur, ils sont dans un espace assez grand. On peut simuler un grand espace et si la personne commence à marcher vers quelque chose, il a la tendance de se cogner à l'écran. Voilà. Alors, il faut faire attention. Et au début, il n'y avait pas de sensation haptique. Alors, plus récemment, nos collègues à l'Université Paris-Saclay, à l'ICEN, le laboratoire l'ICEN, ont créé un système qui s'appelle EVE, Evolutive Virtual Environment. Et là, c'est intéressant parce que ça, c'est pour 2 personnes. Il y a 4 images stéréoscopiques et chaque personne a une image par les 2 yeux et 2 autres images pour l'autre personne. Il y a aussi ce bras haptique où on peut commencer à sentir ce qui se passe. Elle est en train de regarder une molécule interactive en 3D et il y a aussi le son en 3D autour de cette personne. Alors c'est un environnement beaucoup plus élaboré. Et voilà, ça c'est un exemple. Les 2 personnes bougent séparément et ils peuvent voir chacun leur système et explorer eux-mêmes ce qui se passe dans le même espace. Et voilà, maintenant c'est un truc bien commercialisé. Il y a des casques HMD, c'est Head Mounted Display, et c'est portable, c'est pas nécessaire d'avoir une cave, on peut le faire toute seule. Il y a un suivi de mouvement de la tête, mais aussi des mains, parce que je peux garder quelque chose dans la main. Et c'est bien parce que tout le monde peut l'utiliser, mais bon, il y a quelques problèmes. Une chose, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle cyber sickness, ce qui est le mal de mer, en fait. Et en fait, c'est pire pour les femmes que pour les hommes, parce que tout était développé par les hommes et pour les hommes. Et après, ils ont réalisé que le système visuel pour les femmes, c'est un peu différent. Alors, ça, c'est un problème. Et on a toujours ce problème de se cogner dans les murs. Il y a plein d'applications. Ce n'est pas un cours sur la réalité virtuelle, mais il faut bien noter qu'il y a plein de choses possibles. Il y a la visualisation scientifique qu'on a vue sur la cave d'Eve. Dessin industriel, c'est pour les gens, le concepteur des voitures. Formation, bien sûr, surtout pour les pilotes, mais aussi pour les autres choses. La thérapie. Ça, c'est un projet par nos collègues Inria Sophia Antipoulos, George Dukakis et les autres. Et c'est pour la peur de chiens. Et regarde, il y a un petit chien assez loin et il y a aussi un chien loin. Et la personne peut approché de plus en plus proche du chien et gérer sa peur dans ce système d'immersion. Il y a bien sûr les jeux vidéo, éducation, visites virtuelles, marketing, téléprésence, plein de choses. Mais
maintenant, je vais sortir de tout ça et revenir au monde réel parce que ça, c'est ma passion. Plus, c'est combiner le réel et le virtuel. Même si c'est intéressant de faire l'immersion et toutes les choses comme le metaverse de Zuckerberg et tout, ça c'est un peu l'immersion totale. Mais moi, je pense que c'est plus intéressant de combiner le réel et le virtuel. Alors, on revient à ce numéro spécial, le système de karma. Je ne vais pas parler beaucoup, mais ça c'est Steve Feiner et ses collègues à Columbia. Et l'idée, c'est avoir un vrai imprimante qui est cassé et avec les lunettes où on peut projeter des images sur la partie qui est cassée. Et l'idée, c'est d'éviter les manuels et les documentations pour aider les gens à réparer le système et créer un vrai système réparable. Et nous, on a fait quelque chose de similaire quand j'étais à Digital Equipment avant, qu'on a fait la vidéo pour la première fois sur les ordinateurs. On a créé des systèmes pour réparer le système IVIS, en fait, qui est un système vidéo plus graphique et tout. Et ça, c'est le système que j'ai montré la semaine dernière avec le petit personnage qui saute ici et qui parle le deck-talk, qui explique comment réparer des choses. Mais là, c'est plus direct. Ça, c'est 10 ans plus tard et on peut vraiment voir dans le contexte où il n'est pas séparé. Un autre pionnier, c'est George Fitzmaurice. Il était à l'Université de Toronto à l'époque et il a fait un système qui s'appelle Chameleon. J'ai fait avec l'accent américain parce que j'ai aussi fait un autre système qui s'appelle Caméléon, français. OK. Et l'idée, c'est qu'il a regardé, il a ce qu'on appelle un PDA à l'époque, c'est un Portable Digital Assistant. C'était avant les smartphones. Et l'idée, c'est ça, c'est comme un loop virtuel qui dépend de la position sur la carte ici. Et il y a aussi quelques boutons. Il peut ajouter les informations, mais pas emporter les lunettes, mais toutes les infos sont dans le système-là. Et nous, on a, ça c'est Bill Buxton, grand pionnier en interaction humaine-machine, et il a travaillé avec des fabricants de voitures. Et ce qui est intéressant, il a regardé, il va expliquer. Voilà. Automotive designers make heavy use of clay models to visualize their projects. Les modèles en they work argile. well, but the problem is they're expensive and they take a long time to build. Ils sont chers. That's why they use computers now to be able to visualize the projects much earlier in the process. Now, this brings us to a concept called chameleon that was developed by George Fitzmaurice, one of our researchers, back in about 1990. Now, with Chameleon, George asked the question, what happens if you take a flat panel display and attach to it a motion capture device so that the display knows where it is in space? Well, the concept is, therefore, as you move the display around, it updates the view to show what would be there in the virtual model. Now, the way we've taken this forward currently is what we see behind me. And this is an articulated boom that was developed by FakeSpace. But instead of the old FakeSpace binoculars, we've got an SGI flat panel display attached to it. Now the boom is actually a counterbalance boom, so the display is practically weightless. But also, at each joint, there's a shaft encoder that lets the computer know where the boom is. So what we have in effect is, again, a flat panel display with a motion capture device on it. Now, all of this is communicated to the computer, which is running our 3D entertainment package called Maya. And inside, we have a model of a vehicle. So what George can do now is move the display around and move in and out and around the 3D model, thereby giving him a kind of, shall we say, virtual reality, but a virtual reality in a form of a kind of 3D kiosk. Working this way enables him to interact with the virtual world in a manner which is far more natural than, say, what you would with a head-mounted display or a cave. And if you put a touch panel on the display, he would be able to interact and change the model as well. What we have is a new way of interacting with 3D, which is consistent and simple and will work with any kind of model. Et ce genre de choses, ça marche bien pour les fabricants de voitures parce qu'ils peuvent faire un système énorme, mais ça coûte cher de faire, comme une cave coûte encore plus cher. Mais
il y a aussi des choses, nous on a travaillé avec ça, on a travaillé avec les biologistes à l'Institut Pasteur et on a regardé leur utilisation des cahiers de laboratoire et on a vu qu'ils utilisent les cahiers en papier et c'est très 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 important d'avoir une histoire qui est réelle et physique, mais en même temps ils travaillent beaucoup sur l'ordinateur et ça continue aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et je regarde ici, ça c'est un cahier de laboratoire, ça c'est un cahier de laboratoire. Et à juste nous montrer, regarde, il y a plein de ce qu'on appelle des gels, ça c'est les vraies données. Ok. Je recommence. Non. Ok. Go. Je ne touche pas. Il y a des vrais, les gels qui sont les vraies données. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un tampon pour dire qu'on a fait cette invention, cette découverte en ce jour-là avec un témoin qui a signé qu'il est là. Et c'est très important pour l'Institut Pasteur parce qu'un tiers de leurs ressources vient de leurs inventions. Alors, ils gardent les infos. Et il y a aussi... ce qui était intéressant de voir, c'est le mélange. Ce n'est pas juste les infos qu'on peut écrire sur le papier. Il y a aussi les objets physiques qui sont bien attachés et utilisés par le système. Alors, si on regarde ça, nous, on a dit, OK, on peut garder la partie physique d'un vrai cahier de laboratoire, mais aussi on peut utiliser l'idée d'un lentille magique qui peut ajouter l'information et aider l'utilisateur à faire des choses. Alors ça, c'est un système avant ce qu'on avait le papier interactif lui-même. Alors il y a derrière ça, il y a une tablette graphique, mais on peut capturer The pen leaves ink on the paper, tout while ce the qu'il a graphics écrit. tablet Ça, c'est du detects vrai the papier handwritten gestures écrit through the thickness of the avec note. l'encre sur le papier. These gestures can be displayed on a Et computer ça, c'est screen, aussi showing the sur le contents of the petit paper écran. page. On peut imaginer un smartphone qui fait ça maintenant. The interaction lens Et is placed over the paper notebook. ce truc-là When it peut is within an inch détecter of la the tablet, position the corresponding de lentille notebook par page rapport au appears on the papier. screen. Et il y a une This makes the simulation interaction lens de look papier. like a Ça, c'est transparent virtuel window. et ça, c'est réel. Mais tout est mélangé ensemble. Et on peut interagir. Par exemple, create l'un an des entry in the problèmes, table of c'est de contents, créer The biologist taps the screen and a de pop-up menu capturer appears. ce qui est dans le cahier. Alors, He ils selects peuvent TOC entry and places a sélecter resizable box quelque around the chose desired dedans information, et adjusting faire the la corners as notation needed. liée avec. Ça, je ne sais pas pourquoi il a fait si longtemps, parce qu'on peut faire ça en temps réel, mais bon. Et là, je montre, The link symbol on peut appears when aussi the faire les interaction liens lens is entre placed over the les paper autres page. informations sur When the user l'ordinateur. clicks it identifies the Et target page. on peut faire une base de données, par exemple, avec ces utilisateurs, ils travaillent avec les souris. Biologists often paste Et in printouts ça, of c'est des data or gènes. data analyses in Et on a vu notebooks, dans le which vrai forms a new cahier, physical layer. ils avaient toute cette série de gènes collés. Et maintenant, on They est en train de effectively faire add une yet couche another de information papier, layer when plusieurs they use couches de ink to papier annotate avec the les data. annotations Here, the au niveau biologist is différent. annotating each animal's Alors, data and ici, giving il it fait a les trackable annotations code. et le système peut capturer ces annotations keeps et track of faire les animals liens tagged with entre RFID tag. chaque souris qui a Here, créé ces The user données is dragging an animal's et name and dropping gérer it les into a choses. new location. Voilà. If the user wants to find the physical location of a particular animal, he follows the link using the Et interaction ça, c'est un lens. problème. Ils Here, ont he perdu. clicks on Il targeted faut link avoir toute and brings up the relevant l'histoire entry de in the chaque database. souris, son histoire génétique et comment c'était levé et tout. Et on peut garder tout ça dans ce petit document, mais tout est lié avec le cahier physique. Alors là, Microsoft a joué beaucoup avec la réalité augmentée et j'aime ça. Ça, c'est le Holodesk. Et ça, c'est un exemple. Je vais montrer rapidement, mais il y a, il est là, il a un écran transparent et regarde, il est en train de jouer avec les objets virtuels. Il peut voir son chose
Et après, le système va regarder, ça c'est une vraie tasse. Il peut cacher des choses, le système peut savoir où sont les objets physiques et où sont les objets numériques. Et vraiment jouer avec les deux ensemble. C'est assez magique. Et on peut faire des choses. Voilà. Il y a aussi quelque chose où on peut transformer n'importe quelle salle dans une cave, dans un sens. Il y a le Room Alive, aussi de Microsoft, ça c'est pour les jeux, mais l'idée c'est qu'il y a 6 projecteurs et ils peuvent détecter les vrais meubles dans la salle et aussi projeter les informations sur la salle et les utilisateurs peuvent toucher, tirer, interagir avec le contenu qui était projeté par le système. Et c'est vraiment... voilà, il a les petits personnages, il peut faire des choses, ça c'est le système de projection. Et il y a aussi... Voilà. Le concept, c'est on peut créer des choses sans créer un espace dédié à cette interaction et on peut prendre en compte les objets physiques qui sont déjà dans la salle. Alors, il y a toute une histoire de la réalité augmentée. Il ne faut pas oublier Ted Starner, ça c'est Ted Starner, et Steve Mann avant lui, qui a parlé avec les gens à Google et les a convaincus de... alors ça c'est l'équipe de Wearable Computing à MIT dans les années 80 et ils ont tous porté un système tout le temps avec les lunettes interactives où ils peuvent projeter des informations sur le monde réel. Et après, Steve Mann a parlé avec Larry Page et Sergey Brin à Google et il a convaincu de faire Google Glass. Et je me souviens, on était à Stanford à l'époque, en année sabbatique. Et tout le monde, dans une salle comme ça, la moitié va être avec leur Google Glass. Et tout le monde a pensé que tout le monde va commencer à porter les Google Glass. Il y a ce petit truc-là et on peut voir. Mais en fait, tout le monde ne veut pas avoir toutes les infos projetées sur la tête tout le temps et ça casse l'interaction entre les gens. Alors, c'était intéressant parce que c'est l'information personnalisée à chaque utilisateurs et on peut vraiment les porter, mais en même temps, c'était socialement pas vraiment une grande réussite et après un an, il n'y avait personne avec les Google Glass, sauf dans les situations bien particulières. Alors là, j'aime beaucoup, ça c'est Chris Harrison, plus récemment à Carnegie Mellon, et il a montré qu'on peut utiliser le corps humain comme une interface. Et voilà, ça c'est SkinPut. Et l'idée, c'est on peut, avec les lunettes, projeter les méthodes d'interaction. Il fait une calculatrice sur sa main, il peut interagir comme ça. Et voilà, ça marche. Et l'idée, c'est qu'on peut projeter les informations n'importe où, sur n'importe quelle partie du monde. Et là, enfin, c'est réalité augmentée. Ça, c'est encore Microsoft, le HoloLens. Et cette image, c'est un peu trompeur parce qu'elle porte cette casque et elle travaille sur l'ordinateur, mais là c'est complètement virtuel. On peut voir parce qu'il est un peu coupé, monsieur. Elle est en train de dessiner ce personnage, mais il est projeté dans son environnement. Alors il y a les capteurs multiples, il y a l'optique avancée et un traitement holographique, c'est vraiment en 3D. Alors c'est très avancé et il y a des applications spécifiques pour ça. Mais je pense aussi qu'on peut augmenter, pas par vision, mais augmenter les objets eux-mêmes. Et là, on parle de la réalité mixte, qui a une définition un peu floue, et les interfaces tangibles, qui est vraiment entre augmenter les objets physiques et interagir avec les objets physiques, les deux choses. Alors, je commence avec un exemple de quelqu'un dans notre laboratoire, Lisen Yvonne Janssen, et elle travaille sur la visualisation d'informations. Et elle a
montrer que si on fait une tâche de visualisation d'informations et on compare un objet comme ça, qui est tangible, physique, avec une visualisation 2D sur l'écran ou 3D aussi sur l'écran, les utilisateurs comprennent beaucoup mieux quelles sont les informations dedans. Ils peuvent répondre mieux aux questions de qu'est-ce que ça veut dire cette collection de barres comme ça. Et la raison, c'est parce que les utilisateurs utilisent leurs mains pour toucher et comprendre. On comprend par le toucher, pas seulement par la partie visuelle. Et aussi, le réalisme, c'est parfait, c'est réel. Il n'y a pas de décalage entre la vue. Alors, je reviens dans l'histoire. Ça, c'est juste avant notre numéro spécial, comme toutes les choses. Mais ça, c'est le Marble Answering Machine de Durrell Bishop. Et c'était un projet de Royal College of Art à Londres. C'était pas loin de nous. On avait des collègues là-bas. Et il a pensé à un répondeur téléphonique qui est tangible. Et je montre, ce qui est intéressant, c'est pas de tout un système qui a été créé. C'était une visualisation pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors l'idée, c'est il y a un appel téléphonique, il y a un répondeur et chaque fois quelqu'un fait une réponse, il y a un marbre qui apparaît. Voilà. Il y a un Simon, son caractère, son personnage, et il peut écouter chaque message, mais c'est facile parce que c'est physique chaque message. Et c'est un peu comme Phone Slave que j'ai montré la semaine dernière de Chris Charant à MIT. C'est l'idée qu'on peut créer des aspects pour organiser les informations auditoires qui arrivent. Alors, et il peut gérer des choses, je vais garder le message d'Imogène. Your flight is BA 6213 at 12:30, Monday the 15th of October. Et ça, c'est les informations de vol, alors ça, c'est très important. Et il garde cette information. Et après, voilà, il dit, oh, OK, je veux donner les infos. 2:45 p.m. Hello, Simon, it's George. Could you give us a ring? My phone number is... So, ça, c'est quelqu'un qui le donne son numéro de téléphone dans le message. Et l'idée, c'est on peut utiliser ça pour appeler directement. Alors, c'est très simple. Et la semaine dernière, j'ai montré un petit clip de Minority Report avec Tom Cruise et John Undercuffler, qui était à MIT à l'époque, était consultant pour le film. Il a montré pas seulement l'interaction avec les mains, comme Charades qu'on a vu, ou Put That There, mais aussi The Marble Answering Machine. Et on voit, ça revient. Alors, c'est la recherche en interaction humain-machine qui influence Hollywood. Après, le public regarde Hollywood et il pense que ça, c'est l'influence sur la recherche. Mais en fait, ça vient dans les deux sens. Alors là, c'est une autre chose, c'est les objets qui sont suivis par l'ordinateur. Ça, c'est George Fitzmaurice, encore une fois. In this informal study, we asked users to separate the bricks by color as quickly as possible. Il profite du Notice the high fait degree que of parallel chaque hand brique movements. est Both liée hands are avec constantly l'ordinateur. in Ils se motion. font des choses et on peut utiliser les deux mains et c'est beaucoup plus facile à gérer avec les objets physiques que les objets virtuels. Et là, il montre... Since we are sensing both position and orientation information, we can deform the virtual object. Alors, il peut manipuler les objets physiques et Here you see a virtuels working ensemble prototype running on the et active faire des desk. copies. On a We are vu using a ça flock of dans le birds, Digital 60 Desk. input device Maintenant, with 2 receivers as our prototype bricks. voilà. In the simple drawing Et il application, a utilise dans transparent sa main, prototype shape is attached to ça one c'est brick. une brique physique Clicking on a button et on il the brick utilise comme causes un an outil object to pour be faire created plein in de the choses workspace. différentes. OK. Alors, il y a un autre système par nos collègues aussi à l'Université Paris-Saclay, Caroline Appert et ses collègues, qui s'appelle Touch Tokens. Ça, c'est les interfaces ou les jetons tangibles. Et là, elle travaille avec un problème qui est intéressant, c'est si on a un système où on veut détecter la touche, les doigts multiples sur le système, comment
former les utilisateurs pour dire que je cherche cette configuration comme ça. Et la réponse, c'est de faire un jeton qui est tangible, qui mette la main dans cette forme-là. Alors, si on regarde ici, alors ça, c'est un objet, les doigts sont dans la position correcte pour détecter et elle peut changer la taille et le système le détecte. Alors là, c'est un système, ils ont travaillé avec un découpeur laser pour créer les objets en acrylique et chaque jeton est unique. Et quand on prend l'objet dans la main, les doigts sont dans la forme parfaite pour être détectés par le système. Alors, elle a créé un système pour, je pense, pour son enfant. Et voilà, c'est de faire un matching entre les formes et les personnages. Et voilà. Et on peut voir. Et bon, ça continue. Il y a un autre. Et il n'y a pas de formation. Les mains sont faites correctement. Et là, on peut utiliser pour gérer les meubles, mettre des meubles dans un système informatique sans apprendre. C'est juste naturel. Bon, je vais sauter. Alors, il y a aussi les interfaces tangibles. On peut faire, par exemple, ça c'est un architecte, il travaille avec les groupes d'architectes urbains. Et ça, c'est encore M. Underkoffler, qui était en thèse à MIT à l'époque. Et il montre qu'on peut simuler les effets du vent et du soleil sur un bâtiment. Alors, URP is a workbench for urban planners, créer les modèles and here physiques we qu'ils can font cause toujours additional life to be en given to otherwise architecture. inert architectural models. In this case, we see the shadow that this building would cast ça at laisse some particular l'ombre latitude and time et of on year. peut calculer And at about 8 ce o'clock qui in the se morning, passe. the shadow Ça, is c'est à 8 heures du computationally matin. generated, but always tacked exactly to the base of the Et il model in peut question. By faire bringing a un clock into the système setup, pour we regarder le can temps. choose the time and consequently the position of the sun in the Ça, c'est sky. une petite horloge. This can be used to do important 10 shadowing heures du studies, matin. which otherwise need to be done in a CAD-style simulation or by hand, rather more arduously. Now, because we've cast the problem in this tangible, graspable form, it's easy to experiment with possible solutions. Using this material one, we can change the composition of the models. So now the building is made out of glass, and in Si on addition change to de its shadow, matériel, it reflects ça change des choses sur solar l'ordinateur. light directly onto the Ils ground. peuvent This may be important regarder to l'effet avoid hazardous sur situations le with nearby système dans les roads. simulations. Et ça, There are also c'est simple tools available for connecting different objects so that the distance between them is always displayed. And finally, il a a wind tool les objets physiques qui causes the sont same simulation les, present in SEEP to be engaged, les commandes, on and peut this dire. time take into account the obstruction of various Ça, architectural c'est le structures. vent qui Here we see est some airflow autour going through the center et of an comment arched ça building. marche. Bon, alors il y a un autre projet, il y a Hiroshi Ishii à MIT et il travaille avec un groupe qui s'appelle Tangible Bits et les interfaces tangibles. Et ça, c'est un truc de communication à distance où ils partagent l'image de l'être humain avec cet dispositif qui est comme un écran, pas de haute résolution, de bas résolution, mais c'est physique. Et regarde, il est là en 3D et il a ses vraies mains qui peut interagir avec un objet. Et je montre, ça c'est mon étudiant Olivier Beau qui a travaillé avec eux. Après, il a fini sa thèse et Sean Fulmer qui est maintenant à Stanford. Et regarde, il peut interagir avec les objets peuvent être détectés, bouger. Ça, c'est un côté, c'est l'autre côté. Et le système peut interagir avec les gestes mains libres. Et on peut imaginer avec un grain plus affiné pour faire ça. Et voilà. OK, mais tout ça, c'est des objets où on a travaillé avec comment construire ce genre de choses et montrer des trucs. Là, je donne une toute petite série de choses faites par mes étudiants qui a
l'aspect, ce que j'aime beaucoup, c'est de travailler avec les vrais utilisateurs et voir comment on peut augmenter les objets physiques pour créer une interaction augmentée. Alors, ça, c'est Kate Belakova, et elle a travaillé avec les auteurs de romans dans une situation créative. Et ce qu'on a vu dans la leçon 1, c'est que quand quelqu'un est en train de créer quelque chose, ils sont dans le flou de Mikhail Csikszentmihalyi. C'est l'idée qu'on veut concentrer, pas être interrompé. Et l'idée, c'est on ne peut pas être interrompé. Mais pour eux, ils cherchent aussi les inspirations et utilisent les personnages dans leur écriture et ils veulent écouter les voix, mais pas quand ils sont en train de travailler. Alors, l'astuce ici, c'est que ça, c'est un petit coaster. Coaster, bon. Et on met la tasse de thé. Alors, quand je suis en train de taper, je concentre, je travaille. Et après, quand je veux prendre une petite pause, je prends ma tasse de thé ou de café et le système commence à raconter les voix des personnages. Et ça marche. Elle a testé avec les auteurs et ils aiment beaucoup. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est Jean-Baptiste Labrune, un autre thésard. Et il a travaillé avec les enfants et il a regardé comment les enfants ont du mal à travailler avec les petites caméras. Alors, il a créé cette caméra qui fait le cadre de l'image en même temps et on peut juste pousser le truc et après le mettre ici pour voir les images. Et ça crée le cadre et l'interaction pour l'enfant. Et là, c'est un projet très récent qui s'appelle le Sonic Coupe. La semaine dernière, j'ai montré les autres choses physiques pour les instruments de musique. Là, c'est à la fois un instrument de musique pour quelqu'un qui travaille avec... il y a les gens qui travaillent pour le sport et aussi pour la performance. Et cette cerceau est augmentée avec les capteurs pour faire le son. Et elle peut à la fois apprendre comment faire des gestes et des choses spécifiques parce que le son est correct quand elle est fait correctement. Et aussi, on peut utiliser comme un système de composition et création pour jouer comme un instrument musical. Alors, les trois projets-là sont vraiment travailler avec les vrais utilisateurs et voir comment on peut augmenter la situation. Alors, maintenant, je vais parler dans les dernières minutes du papier interactif, qui est un support incroyable, ce que j'aime beaucoup. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut augmenter? Et pour moi, le papier, c'est le plus intéressant, parce que c'est déjà un artefact physique et cognitif. Ça, c'est le carnet de Léonard de Vinci. Ça, c'est un cahier de Einstein avec les formulaires mathématiques. Il y a M.C. Escher qui fait les dessins incroyables. Il y a les poètes comme E.E. Cummings. Il y a aussi, ça peut être une partition musicale. Ça peut être très éphémère, comme une serviette, un croquis sur une serviette, ou permanent, un diplôme qui va durer longtemps, on espère. C'est tangible, on comprend comment ça marche, et c'est intuitif l'interaction avec, et on peut couper, mesurer, plier, on peut déformer. Ça, c'est des choses faites par mon fils qui est maintenant architecte, mais au lycée, il a fait ce genre de choses pour créer le kirigami, on coupe, et aussi l'origami modulaire qui peut révéler et explorer les structures. Et là, voilà, ça c'est un système qui peut être dynamique. Ça peut être ouvrir, ça c'est les fleurs qui s'ouvrent. Alors c'est très souple et c'est très puissant le papier. Et ça stimule la créativité. Ça c'est tout ce qu'on peut faire et plein d'autres choses avec les post-it, les sticky notes, qu'on peut utiliser souvent pour le brainstorming dans la création, mais aussi les étiquettes. On peut créer des choses innovantes. Ça, c'est une horloge, ça, c'est un aide-mémoire, et bien sûr, ça, c'est Marilyn au post-it. Pourquoi pas? Alors, la question, c'est comment on peut gérer le papier comme un outil augmenté par l'ordinateur.
Alors, je reviens à la même époque de ce numéro spécial et de Digital Desk. Et on a travaillé avec les ingénieurs sur un pont de Storebælt au Danemark. Et on a pensé qu'on va faire ce qu'on appelle un media space pour les aider à communiquer. Mais en fait, ce qu'on a trouvé, c'est le fait qu'ils prennent leurs dessins d'ingénierie avec eux sur le pont. Et ils ne sont jamais dans leur bureau. Alors nous, on a créé une version de Digital Desk qui était faite pour eux, pour interagir avec leurs grands dessins techniques. Et là, on a utilisé, et ça c'est un peu plus développé que le Digital Desk qui était vraiment en bas. Et là, on peut vraiment détecter ce qu'ils ont écrit et vraiment un système développé. Et ça, c'est un peu, désolé, la qualité, c'est un peu difficile à voir, mais elle peut vraiment, ça c'est le papier, et elle peut écrire, et tout ce qu'elle écrit est capturé. Ça c'est le système assez lourd à l'époque, avec une caméra et le projecteur. On peut capturer tout ce qui est écrit, et là, on peut trouver des objets, et le système peut détecter les objets qui sont dans le système. Ils ont une version de 7 dessins sur l'ordinateur. On peut détecter quel dessin, avec chaque dessin a son code barre, et qui a écrit cet dessin, et on peut l'utiliser pour faire une communication avec cette personne à distance. Et voilà, on voit, il est cliqué là, et en fait, elle a contacté cette personne et on voit que c'est une communication en vidéo. Et ça, c'est en 1984. Alors, on a aussi travaillé avec la création, ça c'est les storyboards interactifs. Ça vient de mes travaux quand j'étais à Digital Equipment avant, et on a fait le premier système avec la vidéo, et j'ai travaillé avec les artistes qui ont travaillé avec les storyboards, et chacun a son image clé, le script et les annotations. L'idée, c'est qu'on peut utiliser le même concept pour créer des choses, mais on peut utiliser tout l'espace pour organiser le système qu'on était en train de créer. Et ce n'était pas les vidéos linéaires, c'était les vidéos avec plein de branches. Alors, c'est utile d'avoir un grand espace. Alors, ça, c'est moi à l'époque. Et on a tous les morceaux de papier qu'on peut organiser. On peut les annoter, on peut montrer et gérer dans l'espace. Et je pense que je vais sauter la vidéo parce que c'est... Voilà, bon, ça c'est le système et c'est assez... Bon, mais on peut voir. Alors après, je reviens au contrôleur aérien parce que ce projet avec les morceaux de papier pour gérer la vidéo était l'un des liens avec ce qu'on a fait avec le système Caméléon pour les contrôleurs aériens. Ils ont chacun leur strip papier. Chaque strip a une annotation qui indique des choses pour le contrôleur, les autres contrôleurs, pour les pilotes et pour les contrôleurs dans les autres secteurs. Et ils travaillent avec... Et toute cette communication est faite pour eux, les autres, et aussi c'est un micro-contrat. Alors, cette petite ligne-là, c'est un contrat légal entre le pilote et le contrôleur pour dire qu'à ce moment-là, il va rester à ce niveau-là, 250. Alors, on a créé ça. Ce système-là, c'est une simulation. Et l'idée, c'est qu'on peut taper 2 fois et on peut voir sur le radar le vol. Et on peut aussi taper directement pour contacter un autre contrôleur ou souligner quelque chose pour faire ce contrat. Alors, ce que j'aime beaucoup avec le papier, c'est facile à personnaliser. Alors, on a utilisé cette idée. On a vu que les contrôleurs, chaque équipe a les annotations, mais les annotations à la fois personnelles et aussi liées avec le groupe. Les groupes peuvent communiquer entre eux avec leurs choses. Par exemple, ça, c'est un changement de balise. Et ça, c'est on va aller ici, directement là. Ah non, on a changé d'avis, on peut aller directement là. Et
l'idée, c'est de créer un système qui s'appelle Interaction Browser, que j'ai fait avec Michel Baudouin à fond, pour que eux, ils peuvent lier leurs gestes avec les actions faites par le système. Alors, c'est personnalisé. Après, j'ai travaillé avec Fanis Standilas et après Jérémy Garcia, avec IRCAM et avec les compositeurs de musique. Et là, on a constaté, qu'on les a observés, que chacun a leur système personnel, ils sont très divers et variés pour composer la musique. Alors, on a profité d'un avance qui s'appelle le stylo Anoto. Et là, c'est un stylo qui laisse l'encre sur le papier, normal, c'est un vrai stylo. Mais en même temps, il a une petite caméra. Et le papier s'est imprimé avec un motif des points et unique. Et le stylo peut détecter exactement ce qui était écrit et comment c'était écrit à l'époque. Et c'est magique. On évite plein d'autres choses parce qu'on a juste le papier et le stylo et tout le reste, on peut jeter. Alors avec ça, on fait comme d'habitude les études. Ça c'est moi, ça c'est Jérémy, ça c'est un compositeur. On travaille avec eux pour observer comment ça marche et on crée des choses ensemble. Et ça, c'est un système qui s'appelle Musync. L'idée, c'est qu'on peut les donner la possibilité de faire des annotations avec les gestes libres, mais liés avec leurs propres connotations et ils peuvent eux-mêmes faire le sens de chaque geste avec ce qu'ils ont besoin de faire. Et là, il y a toute une série de choses. Il peut faire les liens avec un système musical, faire les annotations, gérer, voir le cadrage. Et voilà, il y a toute une série de choses. Et je vais juste montrer. Alors, il est en train d'écrire avec le stylo Anoto. À l'époque, il faut faire ce truc dans le doc. Après, ce n'était pas nécessaire. Mais tout ce qui était écrit sur le papier est aussi sur l'ordinateur et il peut ajouter des choses, faire les gestes lui-même et faire, par exemple, il peut définir une nouvelle geste, ce geste-là, et dire ça c'est la gamme, le scope pour ça, et qu'est-ce que ça veut dire. Et il peut faire aussi ce marking menu pour définir qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Je pense que c'est un crescendo rapide. Bon, on a fait un autre système qui s'appelle Naughty Gestures, ça c'est aussi avec Fanis Standilas. Et l'idée c'est d'utiliser le stylo Anoto et on peut dessiner n'importe quel geste et quand on fait un petit nœud comme ça, on a reconnaissance 100%. C'est très facile pour le système de reconnaître qu'il y a un petit point comme ça. Et on peut ajouter un sens. Alors ici, on va faire un petit enregistreur lecteur audio parce que le stylo peut aussi capturer le son. Et on peut dire, voilà, ça c'est le début, ça c'est la fin. Et je peux faire aller-retour. Et maintenant, j'ai dans mes cahiers un système interactif pour faire des choses. Et ça c'est Fanis et il est en train de montrer, là on peut faire les calculs automatiques. Il y a square root, sine, cosine, des choses. Alors, encore une fois, c'est juste, il fait un petit nœud comme ça et il peut détecter des choses et faire un lien entre ce qu'il fait et comment interpréter ça. Je pense que je vais... Voilà. Et tout est dans ce stylo-là. Il y a un petit écran et on peut voir ce qu'il a détecté et comment interagir. Alors, en 1739, Euler a créé l'idée d'un Tonitz et on peut faire les représentations diverses et variées. Et lui, il a montré qu'il y a une corrélation entre c'est comme les hexagones, comme pour les abeilles. Et ça, c'est les relations entre les temps qui est lié directement avec une partition normale. Et il a utilisé ça pour l'analyse de la musique. Et Jérémy a travaillé avec un compositeur à IRCAM, à Paris, pour faire
un système de composition de musique. Et l'idée, c'est qu'on peut mettre les tons là et faire les notes. Alors regarde, cet geste-là, en bleu, est lié avec ça. Et ce geste-là est lié avec ça. Et il a créé tout un système avec le papier et le stylo Anoto pour la composition avec ce système. Et ça, c'est très simplement l'idée, on fait le geste et on peut retaper et rejouer le geste. Et on peut changer. Et ça, c'est pour faire la composition. Je commence à construire une séquence. Et on peut faire les accords et aussi les mélodies. Et si on donne ça aux enfants, ils essaient de faire leur nom et ça sent cool. Et si on donne ça aux musiciens professionnels, ils vraiment jouent avec. On a aussi travaillé avec les couches de papier, ce qu'on a vu avant. Ça, c'est même idée. Chaque compositeur fait son propre structure et il veut explorer dans le papier, mais maintenant le papier c'est lié avec l'ordinateur. Et ça, c'est les morceaux de papier qui sont transparents, translucides. Et il peut, encore une fois, faire le lien entre son style de composition et ce qui est fait sur le système. Il peut connecter les choses, il peut faire les couches de papier qu'on a vues, mais là, ça marche vraiment bien sur le papier et c'est translucide. Et on peut voir ce qu'il est en train d'écrire ici. Voilà, ça c'est une forme. Et il joue avec les formes ici, et ça apparaît ici. Alors, ça, c'est un moyen très fluide avec le papier, et ça garde l'interaction, mais aussi avec le système. Et il peut travailler dans un grand espace parce que c'est que du papier. Et il y a un autre système, je suis sûre en retard. Ça, c'est un système... Non, je reviens. Ça, c'est une partition faite... dans le XIIIe siècle, et c'est avant les partitions avec les notes standards, et chaque petit drapeau donne l'expressivité du système. Et Jérémy Garcia a travaillé avec Philippe Leroux pour faire un système qui s'appelle Quidsit Musicus, et l'idée, c'est qu'il peut... L'idée, c'est de réexploiter en fait, le graphisme du manuscrit et lui donner un sens nouveau, en utilisant toutes les données qu'on peut en extraire, c'est-à-dire par exemple l'épaisseur du trait. Je vais arrêter là parce qu'il y a... Je suis en retard aujourd'hui. Alors, il y a aussi le papier qui peut être physiquement changé. Ça, c'est comme le origami, mais ça, c'est le papier électronique. Et on peut mettre l'électronique dans le papier. Et ça, c'est mon étudiant Michael Wesley, qui est maintenant à MIT, mais il a fait tout ça, c'est une robe et des objets physiques qui sont imprimés. Il a fait un système qui s'appelle Stretchy, ça c'est un écran, ça c'est un joueur de la musique, et l'idée c'est qu'on peut imprimer, alors ça c'est, on peut bouger, faire des choses. Et aussi, il a travaillé avec les objets, on peut les imprimer. Excuse-moi. Ça bouge? Non, ça ne bouge pas. OK. C'est un système où on peut créer des choses pour couper. On peut faire l'aller-retour entre un objet physique et un objet sur l'ordinateur. Et on peut couper le matériel, tout ça est fait avec quelque chose imprimé sur une imprimante normale avec l'encre en argent. Et le système peut détecter les coupures et faire des choses et interagir avec. Alors, il peut faire l'aller-retour entre un modèle physique et un modèle interactif. Et là, c'est la dernière image. Ça, c'est Michael quand il était à MIT. Et il a mis la partie électronique dans ce système de pulvérisation et il peut créer
des interfaces qui sont souples et vraiment liées avec un monde virtuel, mais vraiment facilement. Regarde, il est en train de jouer et contrôler des choses. Il peut changer la lumière. Ah, ça, c'est un détecteur. Il peut changer la couleur, changer la musique. Voilà. Alors, pour conclure, alors, on a déjà dit la semaine dernière qu'il y a plein de problèmes avec les interfaces web, mais ils sont assez universels. Ils peuvent faire plein de choses différentes. Et quand on commence à utiliser le corps, normalement, c'est plus dédié. Alors, mon hypothèse, c'est qu'on peut relier, quand on relie le papier avec l'ordinateur, on garde la simplicité de l'interaction, mais on ajoute le pouvoir, la puissance du calcul. Et on peut aussi inspirer plein d'autres formes d'interaction. Alors, avec les nouvelles technologies comme le e-ink et les autres choses, on peut mettre plein de choses interactives dans ce support flexible et interactif. C'est stable et dynamique. Ça peut répondre aux actions des utilisateurs. C'est flexible, c'est bon marché et c'est adaptable à de nombreux usages. Alors, je pense que peut-être ça, c'est le compromis qu'on peut faire pour un système physique universel. Alors, merci beaucoup et je suis désolée, Chris, je suis un tout petit en retard, mais je veux présenter Chris Sandor, qui est maintenant bienvenu à l'Université Paris-Saclay. Et il a fait vraiment, c'est l'un des pionniers dans la réalité augmentée. Alors, tu vas sortir de la partie papier et revenir à la partie augmentée. Alors, je lui donne, excuse-moi.